Euh, Pardon, je mets l'enregistrement pour ceux qui n'auront pas pu se joindre à nous, qui étaient inscrits. Et donc, oui, vous avez accepté de nous présenter votre dernier essai intitulé Noise, pourquoi nous faisons des erreurs de jugement et comment les éviter, que vous avez écrit avec Daniel Kahneman, qui est le prix Nobel d'économie 2002, spécialiste d'économie comportementale, et puis Cass Sunstein. Olivier, vous êtes spécialiste de la décision stratégique. Vous êtes par ailleurs professeur de stratégie à HEC Paris et associate fellow de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford. Vous avez été directeur chez McKinsey une bonne vingtaine d'années, je crois. Et vous êtes l'auteur de nombreux essais sur la prise de décision. Depuis plusieurs années, vous vous investissez sur ce sujet. Alors, vous allez nous présenter votre essai avec le point de vue de la gouvernance des organisations, sachant que votre essai traite de nombreuses autres situations dans la justice, dans la médecine, dans l'assurance, voilà, particulièrement large. Et Dominique, vous avez accepté de croiser avec Olivier votre regard de prospectiviste et de sociologue des organisations. Vous enseignez à Sciences Po, vous êtes président de Booth Zone Institute, un organisme de recherche et de conseil sur l'impact des transformations sur le management des organisations. Vous êtes coprésident d'une commission de l'IFA, l'Institut français des administrateurs, sur la prospective et les conseils d'administration. Alors à Sciences Po, on connaît bien l'IFA, puisqu'il y a un partenariat depuis une dizaine d'années avec l'Executive Education sur la formation d'administrateurs de sociétés. Il y a à peu près eu déjà 1500 élèves qui sont certifiés depuis cette dizaine d'années. Et puis, vous avez également publié de nombreux essais, et notamment en 2019, Travailler à l'ère post-digitale, que j'avais le plaisir de vous accueillir à cette époque pour présenter au Cercle ce travail extrêmement intéressant. Et puis, plus récemment, vous venez de publier À la recherche du lien social perdu, avec pour sous-titre « Vivre et travailler ensemble au XXIe siècle ». Vivre et travailler aussi, peut-être, au XXIe siècle. Alors, vous nous en direz quelques mots, parce que c'est complémentaire de l'approche d'Olivier, mais j'espère avoir le plaisir de pouvoir t'inviter prochainement au Cercle des administrateurs et de la gouvernance. Alors, Olivier, dans votre ouvrage Noise, vous montrez qu'il y a beaucoup d'erreurs de jugement dans les entreprises, comme dans la justice ou l'hôpital, on en parlait, qui sont générées notamment par le bruit. Donc, il faut distinguer des biais cognitifs. Et vous dessinez aussi les lignes d'une hygiène de la décision qui s'impose en conséquence. D'ailleurs, cette hygiène est bien nécessaire alors que s'accélèrent les transformations de plus en plus imprévisibles pour lesquelles les décisions peuvent être lourdes de conséquences et parfois même à l'échelle planétaire. Alors, je voudrais saluer ici la qualité de votre ouvrage qui est très didactique, agréable à lire. On avance vite dans le raisonnement et la démonstration, car il s'agit bien d'une démarche scientifique. Et donc, vous avez vraiment fait un effort tous pour faire que ça soit très fluide, illustré, rythmé, avec des chapitres courts. Donc, on est un peu, on a envie d'avancer. Par exemple, alors vous analysez des milliers de décisions de justice et à titre du fait que c'est une démarche scientifique, donc vous analysez des dizaines enfin des milliers de décisions de justice et vous montrez que sur des crimes similaires, il existe une très grande disparité des peines, ce qui est évidemment très, très choquant. Vous faites le même travail d'analyse sur des milliers de décisions d'indemnisation d'assurance aussi. Donc vous avez eu accès à des bases de données de compagnies d'assurance ou de la justice aux États-Unis notamment qui permettent ce type d'analyse. Alors pour engager notre débat avec nos participants, je vais commencer à poser une première question à chacun, à laquelle vous répondrez en une vingtaine de minutes. Et puis j'invite l'ensemble des participants à poster leurs questions au fil de l'eau sur le chat et nous les reprendrons avec Olivier et Dominique à la suite de cette première partie. Alors, à vous, Olivier, puis ensuite Dominique. Olivier, pouvez-vous nous dire ce qu'est le bruit dans les décisions, plus particulièrement dans le cas des conseils d'administration et des comités de direction,
En quoi cela se distingue-t-il des biais déjà bien connus, hein? Il y a beaucoup de choses écrites déjà depuis un certain temps sur les biais. Et puis, quelle hygiène de la décision recommandez-vous dans ce cadre-là? Eh ben, je vais essayer de répondre à cette vaste question. Merci d'abord beaucoup à Didier de son accueil et merci à tous d'être là. Je suis très impatient d'entendre vos questions et d'y répondre, ce qui est toujours la partie sympathique de ce genre d'interaction. Vous savez, quand on écrit un livre, on passe beaucoup de temps tout seul et puis ensuite on se demande comment les gens vont réagir et ce qu'ils vont penser quand ils le lisent ou quand ils entendent l'histoire. Donc c'est pour ce genre de moment qu'on travaille. Et en particulier pour parler avec des administratrices et des administrateurs, parce que c'est un des publics qu'on avait en tête en écrivant ce livre, en pensant aux gens qui prennent des décisions importantes. Donc, je vais essayer de répondre aux questions que posait Didier sur qu'est-ce que c'est que le bruit, pourquoi est-ce que c'est important et comment est-ce qu'on fait pour le réduire. Je vais essayer de faire ça sans vous abrutir de slides PowerPoint dès le matin, mais je voudrais quand même vous en montrer une, si Didier veut bien me donner la main et me permettre de partager l'écran, qui va Yes. répondre à la question quelle est la différence entre le biais et le bruit. En fait, comme le disait Didier, on a depuis un certain temps pas mal travaillé sur le biais, sur les biais cognitifs et les biais psychologiques. Et en particulier, mon co-auteur, ou je devrais dire l'auteur principal de ce livre, dont je suis modestement le co-auteur, qui s'appelle Daniel Kahneman, est le plus grand penseur de ce problème en réalité et le découvreur, on peut dire, des biais cognitifs, découverte pour laquelle il a reçu un prix Nobel d'économie d'ailleurs. Donc, on n'est pas du tout en train de dire que les biais, ce n'est pas important. C'est le moins qu'on puisse dire, parce que pour Dany, ça reviendrait à dire qu'à 87 ans, il a changé d'avis. Ce n'est pas l'idée. Et beaucoup plus modestement, pour ma part, j'ai aussi travaillé sur les biais cognitifs dans les décisions des entreprises et notamment dans celles des conseils d'administration. Et il y a beaucoup de sujets sur lesquels le biais cognitif reste le problème le plus important. Donc, qu'est-ce que c'est que le bruit et pourquoi est-ce que c'est différent? Je vais essayer de vous le montrer en une slide. Supposez que vous êtes un stand de tir et vous êtes une équipe de 5 amis qui vous partagez une carabine pour tirer chacun à son tour sur une cible. Si vous avez ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est-à-dire si tout le monde a à peu près tapé dans le mille, eh bien vous êtes tous très bons et vous tirez tous très juste. Ça, c'est bien, vous ne vous trompez pas. Si vous voyez quelque chose qui ressemble à ça, vous vous dites, c'est quand même bizarre. On a tous tiré avec la même carabine et on a tous tiré à peu près au même endroit, mais ce n'est pas le bon endroit. Immédiatement, vous vous dites, il doit y avoir une raison. Ça doit avoir quelque chose à voir avec la carabine. Peut-être que la carabine a une lunette de visée qui est un peu faussée, ou peut-être qu'il y a du vent qui fait que le tir se détourne toujours vers le même endroit. Bref, il y a une cause, il y a un biais, il y a une erreur directionnelle, et c'est une erreur prévisible. C'est-à-dire que s'il y avait un 6e tireur dans l'équipe et qu'on vous demandait, à votre avis, où est-ce que l'impact de son tir va arriver, vous diriez naturellement au même endroit que les 5 précédents. Ça, c'est un biais, c'est une erreur directionnelle, prévisible, qui a une cause identifiée. Si maintenant vous voyez la chose suivante, qui en fait est beaucoup plus probable en réalité, si vous imaginez cette situation en vrai, il y a de fortes chances que vous voyez plutôt la cible C que la cible A ou la cible B. Vous allez vous dire, en fait, on a 5 tireurs, il n'y a pas l'air d'y avoir un problème général, un problème partagé à tous ces tireurs, mais chacun a une sorte de variabilité incontrôlée, peut-être parce que sa main tremble, peut-être parce qu'il ne vise pas très bien, bref, on n'est pas des tireurs parfaits, il y a du bruit dans nos tirs. En parlant de bruit, si les personnes qui nous rejoignent peuvent se mettre sur mute, ça serait sympathique parce que ça fait des bruits parasites. Et puis, bien sûr, on peut aussi avoir une situation dans laquelle on a à la fois du bruit et du biais, c'est-à-dire qu'on peut cumuler une erreur partagée qui est le biais avec une erreur aléatoire qui est le bruit, et donc on aura ce qu'on voit sur la cible D. J'arrête de partager mon écran et de vous embêter avec des slides, mais je voulais vous montrer ça parce que c'est la meilleure manière, je crois, de résumer la différence entre le biais et le bruit, et aussi d'expliquer pourquoi le bruit, c'est important. Parce que un réflexe qu'on a toujours face à l'erreur, c'est de se dire, je vais chercher l'erreur moyenne, et s'il n'y a pas d'erreur en moyenne, c'est que ça doit être bon. Et ça, c'est une grosse erreur, si on peut dire, de raisonnement. Je vous donne un exemple tout bête. Supposez que vous avez une maladie qui est sous-diagnostiquée. Les médecins, dans leur ensemble, ont tendance
à ne pas diagnostiquer suffisamment une maladie parce qu'elle est mal connue, parce qu'elle est sous-estimée dans son importance, parce qu'on a tendance à ne pas prendre les symptômes au sérieux, que sais-je. On va, à juste titre, dénoncer là un biais. On va dire les médecins ont besoin de corriger ce biais et ils ont besoin de mieux diagnostiquer telle ou telle maladie qui a été sous-diagnostiquée jusqu'à maintenant. Supposez que vous arriviez à résoudre ce problème et que chez un médecin particulier qui a pris conscience qu'effectivement il ne fallait pas sous-diagnostiquer cette maladie, le nombre de personnes qu'il diagnostique avec cette maladie soit identique à la prévalence de la maladie dans la population. Vous direz, il n'y a donc plus de biais, on diagnostique le bon nombre de personnes qui ont cette maladie. Mais si vous avez cette maladie et qu'il ne la diagnostique pas chez vous, et que moi, qui vois le même médecin, je ne l'ai pas et qu'il la diagnostique chez moi, le médecin a commis 2 erreurs médicales. Il n'a pas de biais particulier par rapport à cette maladie, mais enfin, le bruit dans ses décisions, les erreurs individuelles et aléatoires sur chaque cas lui font quand même commettre beaucoup d'erreurs. Il ne suffit pas d'avoir bon en moyenne pour avoir juste sur chaque cas. Pour prendre un autre exemple, puisque Didier disait qu'on a regardé les compagnies d'assurance, si une compagnie d'assurance fixe ses primes de manière générale au bon niveau, parce que ses souscripteurs ne sont pas biaisés dans un sens ou dans l'autre, mais que sur certains contrats, elle le fixe beaucoup trop haut, ben là, elle va perdre des clients parce que d'autres vont être à un meilleur prix qu'elle. Et si sur certains contrats, elle fixe le prix trop bas, ben évidemment, elle va payer beaucoup trop cher en sinistre que ce qu'elle aurait dû payer, et ça ne sera pas bien non plus. Donc les erreurs dans des directions différentes, dans la vraie vie, ne se compensent pas comme dans les statistiques de base qu'on nous a apprises à l'école, elles s'additionnent. Et le but de la bonne décision ne consiste pas à minimiser l'erreur moyenne, il consiste à minimiser l'erreur totale. Donc voilà pourquoi le bruit, c'est important. Et en fait, je voudrais, dans les 10 minutes qui me sont imparties, ou 12 minutes qui me restent, partager avec vous 3 idées simples. Partout où il y a du biais, il y a du bruit. Le bruit est toujours un problème, et on peut toujours le réduire. Et on peut donc toujours essayer de minimiser ce problème. D'abord, partout où il y a du jugement, il y a du bruit, c'est une idée très importante parce qu'on ne va pas éliminer le bruit. On ne va pas l'éliminer complètement, en tout cas, tant qu'il y aura du jugement humain, on ne va pas l'éliminer complètement. Dire que quelque chose est une question de jugement, c'est en fait dire qu'il y a du bruit dedans. Quand 2 personnes se discutent d'une question de jugement, et qu'elles disent que c'est une question de jugement, par hypothèse, elles disent que c'est un sujet sur lequel des gens raisonnables peuvent ne pas être parfaitement d'accord. Si je vous demande combien font 6 fois 8, vous ne me dites pas que c'est une question de jugement. Vous dites ça fait 48 et il n'y a pas matière à discussion. Si je vous demande si tel candidat est meilleur que tel autre pour prendre un poste de PDG, vous allez dire bah oui, ça c'est une question de jugement. Il y a des questions évidentes sur lesquelles on peut être tous d'accord. Il y a des candidats où vous serez tous immédiatement d'accord qui ne fait absolument pas l'affaire. Mais dès que vous aurez des candidats à peu près acceptables, vous direz c'est une question difficile, c'est une question de jugement. Donc on s'attend à ce qu'il y ait un certain désaccord. Ce qui est intéressant ce qui motive l'étude du bruit et ce qui nous a conduit à écrire ce livre, ça n'est pas qu'il y ait du bruit dans le jugement, ça c'est encore une fois presque tautologique, c'est que ce bruit est beaucoup plus important qu'on ne le pense et beaucoup plus important qu'on est prêt à tolérer. Je reprends l'exemple de la compagnie d'assurance. Quand on demande aux dirigeants de la compagnie d'assurance, à votre avis, entre 12 souscripteurs qui fixent un prix pour la même police, en moyenne, quel est l'écart? Leur réponse, et vous auriez probablement la même si on faisait un petit vote à main levée virtuel, leur réponse c'est à peu près 10%. C'est-à-dire que s'il y avait un écart de 10% entre 2 souscripteurs, on se dirait, ma foi, ces gens qui fixent les prix ne sont pas des machines, c'est normal qu'ils ne soient pas parfaitement d'accord. Ils appliquent les mêmes méthodes, ils utilisent les mêmes outils, ils ont les mêmes règles, on a la même politique dans cette compagnie d'assurance, donc ils ne devraient pas s'écarter de beaucoup plus que 10%, mais enfin, si c'était un peu moins de 10%, on n'y verrait pas un gros problème. En réalité, quand on fait l'expérience, l'écart médian, celui qui divise le groupe en 2, est de 55% de la moyenne des 2 estimations. C'est-à-dire que quand vous avez une estimation qui est à 85 000 $, l'autre est à 95 000 $, l'autre est à 167 000. Donc ça fait même une différence d'à peu près 70% si vous le mesurez en pourcentage de la plus petite, mais en pourcentage de la moyenne, ça fait 55%. C'est 5 fois plus que ce à quoi les gens s'attendaient. Quand vous prenez l'exemple de la justice, dont parlait également Didier dans l'introduction, les études qui ont été faites, pas par nous d'ailleurs, mais par des chercheurs qui ont étudié effectivement des
des très grands nombres de décisions de justice, montre qu'il y a des écarts tout à fait surprenants entre des cas similaires. Mais alors, bien sûr, on va toujours dire que les cas similaires ne sont jamais identiques, chaque cas est différent. Et on a raison. En fait, la manière la plus propre de faire la mesure, c'est de simuler une décision sur le même cas et de dire on va soumettre exactement le même cas à 2 juges ou à 3 juges ou, dans l'étude dont je vous parle, à 208 juges, et on va mesurer la différence que les différents juges ont sur le même cas, sur exactement la même description de cas. Il y a plein de cas différents, ce qui permet de mesurer les facteurs qui créent des disparités, et je vous passe les détails, mais pour le cas moyen, l'affaire moyenne où la peine prononcée en termes d'années de prison est de 7 ans, il n'y a pas d'unanimité sur le fait qu'il faille ou non une peine de prison, c'est-à-dire qu'il y a des juges qui relâchent le condamné et d'autres qui le condamnent à 25 ans de prison, et l'écart moyen entre 2 juges qui se prononcent sur le même cas, où encore une fois la peine moyenne est de 7 ans, l'écart moyen est de pratiquement 4 ans. C'est-à-dire que dans la moitié des cas, si vous prenez 2 juges au hasard, il y aura plus que 4 ans d'écart entre les 2 juges sur la même affaire où la moyenne des peines est de 7 ans. Est-ce que c'est acceptable? Notre sentiment est que non. Notre sentiment est que c'est un niveau de bruit qui fait de la justice une loterie. Tout le monde est favorable, bien sûr, on n'est pas en train de parler de peine plancher, de peine minimale, de peine automatique. Tout le monde est favorable à ce que chaque décision de justice soit individualisée, et individualisée pour tenir compte des circonstances de l'affaire et du prévenu. Personne n'a jamais souhaité que les décisions de justice soient individualisées pour tenir compte des caprices du juge. Ce n'est pas ça l'individualisation de la peine. Et personne n'a jamais souhaité que la justice dépende du hasard, de la loterie qui vous assigne un juge plutôt qu'un autre, de même que personne dans la compagnie d'assurance ne souhaite que la prime d'assurance dépende du hasard qui vous assigne le souscripteur qui fixe le prix, et de même que personne ne voudrait que le diagnostic qu'on fait de la maladie dont il souffre dépende du hasard qui lui assigne un médecin. Donc, dans toutes ces décisions-là, on a beaucoup plus de bruit qu'on ne le pense. Je précise une chose qui, à ce stade de la conversation, est généralement une question que tout le monde a sur le bout des lèvres. Est-ce que ça veut dire qu'on est pour la pensée unique, pour l'uniformisation des raisonnements? Est-ce qu'au fond, on est, horreur, contre la diversité des opinions? Et je vais vous le dire franchement, pour certaines choses, oui. La diversité, c'est formidable pour certaines choses, mais pas pour tout. Quand on est en train de parler des goûts et des couleurs, c'est très très bien qu'on ait des opinions différentes. Si vous aimez Mozart et moi Beethoven, ce qui n'est pas le cas, d'ailleurs j'aime pas beaucoup Beethoven, mais c'est pas grave, vous avez parfaitement le droit, ça ne pose de problème à personne. Si vous prenez un pari sur l'évolution des marchés dans une direction et moi dans une autre, eh bien, c'est très bien, c'est comme ça que les marchés fonctionnent. C'est ce désaccord qui fait fonctionner un marché. L'un de nous deux s'apercevra dans quelques temps qu'il a fait une bonne affaire et l'autre qu'il a fait une mauvaise affaire. C'est très très bien. Si on est en train d'essayer d'innover, d'être créatif, de trouver une solution à un problème technologique ou à un problème de marché, et que nous prenons des voies différentes, que nous avons des solutions différentes à ce problème, là encore, c'est formidable parce qu'on va savoir, à la lumière des informations que le marché nous donnera, qui avait tort et qui avait raison. Donc, dans beaucoup de jugements, la diversité des opinions est non seulement utile, mais tout à fait souhaitable. Il y a en revanche énormément de jugements professionnels, où on part du principe qu'il existe une bonne réponse. Et on fait ce jugement parce qu'on cherche à s'approcher le plus possible de la bonne réponse. Soit la bonne réponse sera connue un jour, par exemple quand on fait une prévision, et on pourra dire qui avait tort et qui avait raison, soit la bonne réponse ne sera jamais connue, par exemple dans l'exemple des juges, il n'y a pas de vérité en matière de justice. On ne peut pas dire que la décision juste, dans l'exemple que je vous donnais il y a un moment, est de 7 ans de prison. Mais il n'en reste pas moins que le fait que certains juges disent 2 ans et que d'autres disent 10 ans pour le même cas n'est pas acceptable parce que c'est quand même une injustice. Donc, c'est la deuxième idée que je voulais partager avec vous. Le bruit est toujours un problème, le bruit est toujours nuisible parce que le bruit, encore une fois, étant la variabilité indésirable dans les jugements, la variabilité dans des jugements dont on souhaiterait qu'ils soient identiques, il va nous poser au moins 2 sortes de problèmes et quelquefois un troisième. Le premier, c'est l'erreur, je l'ai dit, c'est-à-dire que quand il y a une bonne réponse, on va s'en écarter, et quelle que soit la direction dans laquelle on s'en écarte, et même si en moyenne on ne fait pas d'erreur, même si on n'a pas de biais, c'est toujours une mauvaise chose. Le deuxième problème, c'est l'injustice, c'est l'inéquité.
Même s'il n'y a pas objectivement de bonnes décisions, ça n'est pas normal que le hasard détermine la décision qu'une organisation va prendre quand on se fie à une organisation. Et la troisième raison qui résulte des deux précédentes, c'est la perte de crédibilité. Si vous allez au guichet de l'administration pour faire refaire votre carte d'identité et qu'on vous dit au guichet numéro 1 que votre justificatif de domicile n'est pas valable, mais que vous refaites la queue au guichet numéro 2 et qu'on vous dit que là, il est valable, vous direz qu'on n'a pas affaire à des gens très sérieux. Et sur cet exemple, vous aurez raison, parce que vous vous attendez à une certaine homogénéité, à une certaine uniformité dans les décisions. Vous ne vous attendez pas à ce que la décision dépende de la loterie, du fait que vous êtes tombé sur le guichet 1 ou le guichet 2. En somme, et c'est ce qu'on a appelé l'équation de l'erreur, hein, l'erreur, c'est le biais plus le bruit. L'erreur, c'est le biais, bien sûr, mais c'est aussi le bruit, et c'est même, si on est un tout petit peu technique, la somme des carrés du biais et du bruit, ce qui veut dire que les deux vont toujours être contributifs à l'erreur, puisqu'on va en prendre le carré, donc s'ils sont négatifs, le carré sera positif quand même, mais ce qui veut dire surtout que les deux, le biais et le bruit, jouent le même rôle dans le calcul de l'erreur, pèsent du même poids, en règle générale, et que quand on réduit le bruit, on va contribuer autant à améliorer la décision, à réduire l'erreur, que quand on réduit le biais. Donc, il faut essayer de réduire le bruit, ce qui m'amène à la troisième idée, comment est-ce qu'on fait pour réduire le bruit? En fait, d'abord, il y a une manière d'éliminer totalement le bruit, mais vous allez probablement pas la trouver sympathique. La seule manière d'éliminer totalement le bruit, c'est d'éliminer la décision humaine. C'est de remplacer la décision humaine par une décision automatique, qui peut être un algorithme, qui peut être une formule, qui peut être une règle, bref, qui est une décision dans laquelle il n'entre plus de jugement. Dire que partout où il y a du jugement, il y a du bruit, c'est dire aussi que si on veut qu'il n'y ait pas de bruit, il faut qu'il n'y ait plus de jugement. Alors, on peut discuter, et je serais ravi de le faire si on a le temps, des avantages et des inconvénients de la décision algorithmique. Les inconvénients sont réels, les avantages sont nombreux. Il y a des tas de situations dans lesquelles on a beaucoup plus d'algorithmes et de règles qu'on en avait il y a 5, 10 ou 50 ans. Il y en aura incontestablement de plus en plus. Ça pose des problèmes qui méritent d'être discutés. Ça n'est en réalité pas le point principal sur lequel je voulais attirer votre attention aujourd'hui. Le point principal, c'est qu'il restera toujours beaucoup de décisions pour lesquelles le jugement humain sera irremplaçable. Soit pour de bonnes raisons, c'est-à-dire qu'on n'a pas de bons algorithmes pour prendre ces décisions-là, ou qu'on tient au processus de décision. Je prends l'exemple de la décision judiciaire, le rituel et le rôle de l'humain dans cette décision est très important. Soit parce que, pour de mauvaises raisons, mais pour des raisons qui sont néanmoins présentes, on n'est pas prêt à concéder cette décision à une règle ou à une machine, et que donc on veut la garder entre nos mains parce qu'on résiste en tant que décideur, et on peut trouver que la raison est mauvaise, mais il n'en demeure pas moins qu'on continuera à prendre les décisions de la manière dont on les prend aujourd'hui. Pour toutes ces raisons-là, nous ne disons pas dans ce livre qu'il faut remplacer tous les humains par des algorithmes, bien au contraire. Ce que nous disons, c'est qu'il faut essayer de nous inspirer un petit peu d'une des choses, pas de toutes, d'une des choses que font les algorithmes et les règles, qui fait leur supériorité en réalité, c'est l'absence de bruit. La raison pour laquelle les algorithmes sont meilleurs que nous pour beaucoup de décisions n'est pas, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'ils ont beaucoup plus de données, beaucoup plus d'insights, beaucoup plus de capacité de calcul. C'est quelquefois le cas, mais ce n'est pas nécessaire. Ce qui fait qu'à peu près n'importe quel algorithme ou n'importe quelle règle est meilleur que la plupart des humains, et c'est un fait assez peu connu d'ailleurs, c'est qu'il est constant, il est sans bruit. Et donc, si on veut nous aussi améliorer nos décisions, il faut qu'on essaye d'être nous aussi un petit peu plus exempts de bruit. La manière de faire ça, c'est ce qu'on a appelé l'hygiène de la décision, c'est-à-dire de mettre en place une rigueur, une discipline, une méthode dans la décision qui va nous rendre un peu moins sensibles au bruit. Il y a pour ça toute une série de techniques. Je vous en donne très rapidement une ou deux pour illustrer le genre de choses dont on parle. La première idée, par exemple, c'est pas la première, il y en a plusieurs, mais une idée qui est assez facile à décrire, c'est qu'un jugement structuré, un jugement décomposé en composantes individuelles, va généralement avoir moins de bruit qu'un jugement global. On s'imagine que notre sagesse, notre intuition, notre expérience consiste à avoir des jugements globaux, des jugements holistiques, à regarder une situation dans son ensemble. On se trompe. En réalité, on aura un meilleur jugement quand on décomposera
une situation dans ses différentes composantes sur un certain nombre de décompositions qu'on a identifiées à l'avance. Donc c'est une première idée un peu contre-intuitive. Ne jugez pas les situations dans leur ensemble avant de les avoir jugées par petits bouts. Deuxième idée qui, elle aussi, est un peu contre-intuitive et qui va réduire le bruit, utilisez votre intuition, oui, mais pas trop tôt. Faites un jugement global de la situation en vous inspirant de votre intuition et de votre expérience, mais pas au début. Je suis à bout de temps, je m'étais mis un minuteur, mais pas au début, à la fin du processus, une fois que vous avez fait cette décomposition. Et troisième idée très simple, et il y en a d'autres, hein, mais troisième idée très simple pour vous donner une idée de ce que c'est que l'hygiène de la décision, utilisez l'intelligence collective, agrégez les jugements de multiples personnes comme vous le faites dans un conseil d'administration pour avoir des perspectives différentes sur un problème, parce que le bruit est une erreur aléatoire et que les erreurs aléatoires s'annulent quand on les cumule entre différentes personnes. Mais ne le faites pas comme vous le faites probablement dans vos conseils d'administration, comme le font en tout cas la plupart des conseils d'administration, en vous mettant autour d'une table pour discuter. Parce que quand on se met autour d'une table pour discuter, on ne réduit pas le bruit, on l'amplifie. La discussion amplifie le bruit et les groupes vont avoir tendance à se polariser autour de l'opinion de quelques-uns. Si vous voulez utiliser votre intelligence collective pour prendre une décision, ne discutez pas avant d'avoir formé des opinions indépendantes et de les avoir écrites, et avant d'avoir formé vos opinions, sans vous consulter les uns les autres, de manière à ce que vous puissiez observer toute la diversité des opinions que vous avez réellement autour de la table. Sur chacune de ces techniques, on pourrait parler beaucoup plus longtemps, et on pourrait parler beaucoup plus longtemps de la manière dont ils s'appliquent au conseil d'administration. Il y a d'ailleurs tout un chapitre dans le livre où on a pris l'exemple d'un conseil d'administration comme simulation d'une décision complexe et de la manière d'appliquer l'ensemble de ces techniques. Donc je serais ravi d'en discuter si vous avez des questions là-dessus. Mais je ne veux pas prendre plus de temps que Didier ne m'en avait accordé. Donc pour résumer, partout où il y a du jugement, il y a du bruit, c'est-à-dire une variabilité indésirable dans ces jugements. Partout où il y a du bruit, il est nuisible. Et contrairement à une idée répandue et un peu simpliste, la variété n'est pas toujours une bonne chose. Il y a beaucoup de situations où la variété et la diversité sont formidables, mais il y a aussi énormément de situations où la variabilité n'est pas souhaitable, et on définit le bruit comme la variabilité dans les situations où elle n'est pas souhaitable. Et partout où il y a du bruit, on peut le réduire, on peut prendre des mesures sans abdiquer notre rôle de décideur, sans s'en remettre à des machines. On peut prendre des mesures pour réduire le bruit, et c'est ce que je vous encourage, avec mes co-auteurs, à faire dans les décisions importantes auxquelles vous contribuez toutes et tous. Merci de votre attention, et je serai ravi de répondre à vos questions une fois que nous aurons bien sûr entendu d'abord Dominique prendre, je crois, Oui, la parole. merci, merci Olivier. Il y a effectivement déjà quelques premières questions dans le chat. Merci en particulier pour le dernier exemple de discipline que vous avez souligné, qui est celui de préparer les conseils d'administration, hein. Et préparer en amont, c'est-à-dire la décision ne se contente pas de réunir effectivement des personnes qui arrivent sur cette, en réunion. Il y a vraiment un travail à faire en amont, et c'est d'ailleurs une des principales recommandations qui est faite dans la formation IFA Sciences Po, certificat d'administrateur de société, hein. Et effectivement, dans votre ouvrage, il y a toute une étude de cas sur la décision de choix d'un dirigeant dans une situation particulière de l'entreprise, avec des points de vue extrêmement variés. Et ce cas est extrêmement réaliste, très, très intéressant. Dominique, alors, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui, avec les nouvelles tendances qui arrivent, hein? La société, avec la publicité en particulier, a toujours utilisé les biais cognitifs et les bruits humains. Est-ce qu'il y a toujours, enfin, est-ce qu'il y a aujourd'hui quelque chose de nouveau quant aux décisions que prennent les entreprises? Tu soutiens dans tes deux derniers livres, hein, Le travail à l'ère post-digital et celui sur la recherche du lien social perdu, que des changements majeurs sont à l'œuvre, notamment dans la façon d'aborder la responsabilité des entreprises, des dirigeants, voire des administrateurs. Est-ce que tu peux nous préciser, sachant que dans une société en judiciarisation continue, ce sujet de la responsabilité des administrateurs, des dirigeants est évidemment très, très important. Alors, peut-être débrancher, remettre ton micro.
Oui, voilà, effectivement, sinon j'allais créer du bruit dans la discussion tout à l'heure, donc j'avais coupé mon micro. Merci Didier pour l'invitation, merci Olivier pour tous ces commentaires que tu viens de donner. La fin de ta présentation où tu parlais des discussions qui peuvent créer des biais me faisait penser à une citation que j'adore d'Oscar Wilde qui dit « Je déteste les discussions car parfois elles vous font changer d'avis ». Excellent, effectivement. Et voilà, donc on est en plein dedans. Je vais pas parler de mon dernier bouquin, puisque, merci de l'avoir mentionné, Didier, mais c'est vraiment un sujet sur l'évolution de nos proximités et des liens sociaux. Donc, il y a un peu de neurosciences à l'intérieur, mais pratiquement pas par rapport au bouquin précédent et surtout pas par rapport à ce que nous raconte Olivier. Moi, je pense que d'abord, en préambule, il faudrait bien préciser que notre société, elle aime bien utiliser les faiblesses de notre cerveau. Notre cerveau, il a plein de faiblesses, en fait. Il n'est pas du tout aussi intelligent qu'on voudrait bien le penser. Reconnaissons d'abord, par exemple, que l'une des révolutions sociologiques les plus importantes aujourd'hui, c'est dans le monde de la communication, à l'ère digitale, c'est la production de doutes. On est très, très bon pour produire des doutes et des fake news. C'est devenu une forme habituelle de communication. Or, les fake news fonctionnent parce que nous les acceptons. Et nous les acceptons parce que des moyens sont mis en œuvre pour décourager notre sens critique, comme par exemple l'appel à l'émotion avec une photo ou un animal, un gentil petit chat qui se promène, ou bien l'appel à notre révolte, notre indignation, notre pitié, etc. Notre cerveau n'est pas spécialement rationnel et logique, comme Olivier l'a montré dans pas mal de bouquins, il l'est même rarement en réalité. Alors en publicité, c'était un petit peu ennuyeux de se faire manipuler. En gouvernance par notre cerveau, en gouvernance et en vie politique, c'est devenu extrêmement dangereux, évidemment. Alors, ça va plus loin en réalité, et je pense que c'est un point important à soulever. Les gouvernements, les partis politiques, les dirigeants d'entreprise utilisent parfois le mensonge diffusé à coups d'images rassurantes pour nous convaincre de leur bonne volonté. Les sociétés de tabac, par exemple, ont longtemps soutenu que le tabac n'était pas dangereux. Les sociétés automobiles ont menti sur les émissions de particules fines par le diesel, etc. Aujourd'hui, le greenwashing, c'est rien d'autre qu'un mensonge rassurant. Bon, il y a bien sûr aussi des mensonges inquiétants, mais je parlais surtout des mensonges rassurants. Le mensonge est surtout dangereux car sa force joue sur un biais cognitif bien connu, la force d'affirmation et le prestige du locuteur. La présidence de Trump aux États-Unis, mais aussi de nombreux locuteurs des journaux de 20 heures pendant la crise du Covid, nous ont beaucoup accoutumés à des mensonges bien assénés et donc convaincants. Ne rions pas, hein, on en est tous victimes. Hannah Arendt, en 1975, dans un article qu'elle avait appelé « Le retour du bâton », mettait en garde contre un mal qui risquait d'emporter la République d'après elle, le mensonge diffusé à coups d'images rassurantes. À l'époque, c'était sur la guerre du Vietnam. La pensée n'a pas changé. Hannah Arendt est complètement d'actualité aujourd'hui. Ça a bien sûr des conséquences sociologiques, politiques, mais centrons-nous aujourd'hui un petit peu sur les enjeux de gouvernance qui sont impliqués par l'arrivée consciente des neurosciences comme un enjeu scientifique et technique. Et merci à Olivier et à tous ses collègues de nous faire vraiment pénétrer plus profondément à l'intérieur de ce que ça veut dire. Alors, sur la gouvernance des entreprises, des organisations, des entreprises en particulier, mais des organisations en général, elle est clairement à un tournant de son histoire. Alors pourquoi? D'abord, les neurosciences présentent des enjeux pour toutes les instances de décision collective, mais encore plus pour les CA des entreprises, car en ce moment, ils ont des caractéristiques particulières. Les administrateurs ne sont plus seulement les représentants des actionnaires. Ça, c'était facile, c'était l'époque de Friedman. Aujourd'hui, ils doivent considérer la responsabilité de l'entreprise face à d'autres instances auxquelles il faudra rendre des comptes. Regardez ce qui se passe avec des lois comme celle de la diversité, le devoir de vigilance, la loi Pacte, la notion de raison d'être, la notion d'entreprise à mission, etc. Il va falloir rendre des comptes. Bon. Alors, ces comptes, c'est plus ou moins de façon légale, plus ou moins de façon codifiée, mais il va falloir rendre des comptes aux forces sociales et sociétales, aux parties prenantes qui sont affectées par les actions de l'entreprise, dont les parties prenantes environnementales, etc., etc. En outre, et un peu plus compliqué encore, la responsabilité individuelle des administrateurs va probablement aussi être de plus en plus invoquée si de mauvaises décisions sont prises. Vous avez vu que, par exemple, il y a déjà un cas aux États-Unis où les administrateurs de Boeing sont mis en cause individuellement et collectivement suite aux mauvaises décisions qu'ils auraient prises après le premier accident du Boeing 737. Donc, on voit là qu'on est en train de changer de monde. Il ne s'agit pas simplement de cocher quelques cases de satisfaction de l'actionnaire. On est vraiment ailleurs. Bon.
enfin, des décisions complètement nouvelles vont devoir être prises par les conseils d'administration. Par exemple, les parties prenantes. Quand et comment leur donner une importance? Quand et comment peut-on ou doit-on les négliger? Bon. Deuxième élément, par exemple, de cette nouvelle complexité, quand et comment le conseil d'administration doit-il plonger dans la complexité technologique d'une entreprise et de son écosystème pour savoir si une technologie présente un danger? Le cas du 737 que je viens de mentionner, le cas du Dieselgate, est-ce qu'il fallait que le CA descende dans les labos pour voir si on est en train de trafiquer les moteurs diesel? Le cas des algorithmes de Facebook, est-ce qu'il faut que les membres du CA descendent et comprennent les algorithmes de Facebook pour voir que ceux-ci sont en train de manipuler les populations, etc. Ou encore, est-ce qu'il faut descendre au niveau des éléments de l'écosystème de production pour voir s'il y a des enjeux et des risques auxquels on n'avait pas pensé, comme par exemple la sous-traitance en pays émergents. Alors, et puis enfin, les CA doivent s'interroger aujourd'hui sur quand est-ce qu'ils doivent reconnaître qu'ils ont ou pas les compétences pour juger d'une action et qu'est-ce qu'ils doivent faire s'ils n'ont pas ces compétences. Alors, par rapport à tout ça, les neurosciences vont jouer plusieurs rôles importants dans la gouvernance. Donc, si on pouvait couper les micros qui restent ouverts, ce serait pas mal. Si vous les retrouvez. Si tu peux envoyer un message à ceux qui ont leur micro ouvert, ce serait pas mal. Donc je dis que les neurosciences vont jouer plusieurs rôles importants dans la gouvernance, à deux niveaux. Premier niveau, la prise de décision à l'intérieur même des instances de gouvernance, et là Olivier a déjà commencé à en parler pas mal. Deuxième élément, l'observation des processus de décision à l'intérieur des entreprises qui les administrent. Donc vous voyez, deux éléments différents. Premier élément, dans la prise de décision à l'intérieur des instances de gouvernance. Ce n'est pas nouveau. Olivier et ses collègues ont mis en évidence de nombreux biais décisionnels. Moi, je vous recommande un bouquin dont Olivier n'a pas parlé, mais qui est complètement génial. C'est « Vous allez commettre une terrible erreur », à regarder absolument. En plus, ça se lit très vite, c'est amusant. Enfin, c'est amusant si on veut, mais oui, c'est amusant. Oui, d'accord. Et c'est extrêmement enrichissant. Bon, alors, ces biais à l'intérieur des instances de gouvernance, c'est quoi? C'est d'abord l'entre-soi, qu'on appelle quelquefois le Old Boy Club, qui réduit la diversité des points de vue. Bon. C'est aussi le groupthink, ce comportement de groupe qui conduit à prendre parfois des décisions absurdes, tout simplement parce qu'on se met à penser tous ensemble d'une façon qui n'est pas spécialement rationnelle. C'est des processus de décision à l'intérieur des CA ou de tous les groupes d'ailleurs, qui favorisent certaines opinions au détriment d'autres. Par exemple, et Olivier l'a mentionné tout à l'heure, l'ordre de prise de parole. Bon. Ou encore, l'autorité verbale ou l'autorité morale de certains membres qui s'imposent un peu aux autres. On ne va pas parler de la façon dont ça marche aujourd'hui, mais chacun le connaît bien. Bon. Il y a aussi un autre biais dont on ne parle pas beaucoup, qui est ce que moi j'appelle la culture de l'anecdote, qui consiste à prendre comme généralité une simple action de l'entreprise. Exemple, on plante des arbres, donc on est vert. Bon. Et certains sont convaincus que des anecdotes comme planter des arbres est une généralité, on est vert. Bon, ça, c'est du greenwashing, effectivement, on sait tous qu'il y a des limites, mais soyons attentifs, il n'y a pas que les arbres, il n'y a pas que le vert. Très, très souvent, on vous dit, ça, on le fait déjà. On le fait déjà dans un endroit de l'entreprise, mais ça ne veut rien dire sur l'ensemble de l'entreprise. Bon. Alors, tout ça, ça va être compliqué par les enjeux que j'ai soulignés plus haut, qui vont faire apparaître des nouveaux biais. Par exemple, on a beaucoup d'enjeux à la fois aujourd'hui. Quand on a trop d'enjeux, on sait bien qu'arrive un biais qui est le biais du surchoix. On a tellement de choix que finalement, on ne sait plus du tout comment choisir, comment regarder les enjeux, comment les prioriser, etc. On a aussi, c'est à la fois notre cerveau et la façon dont on prend les décisions, le refus de disruption trop violente. Bon, par exemple, on a beaucoup documenté le cas Kodak, qui a refusé de voir le potentiel d'une disruption technologique, mais il y en a plein d'autres, et on voit bien qu'avec les éléments qui nous arrivent dessus avec l'environnement, on va devoir prendre quelques décisions drastiques. Quelquefois, ça va mettre la fermeture d'entreprise, donc on va avoir à faire des mutations majeures. Est-ce qu'on va être capable de les prendre? Bon, ça va être extraordinairement compliqué. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les CA, il va falloir beaucoup mieux organiser le travail collectif. Olivier a donné quelques exemples tout à l'heure. Les deux dernières annexes de son dernier bouquin, je les recommande vraiment parce que c'est des conseils sur organiser le travail collectif. C'est concret, ça marche.
Il va falloir aussi mieux travailler la diversité à l'intérieur des CA. Olivier en a mentionné un tout petit peu aussi, mais c'est surtout en fait la nécessité de diversifier les approches cognitives. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas la diversité homme-femme, on s'en fiche. C'est la diversité d'approches cognitives qui va compter. Il va aussi falloir former les cerveaux des membres des CA, des administrateurs, à reconnaître les biais individuels et collectifs. Alors, ce qui est intéressant dans les biais individuels, c'est que moi, je ne peux pas voir les miens, mais vous pouvez les voir. Et donc, l'échange et la mise en avant des biais cognitifs des autres, c'est extrêmement important et extrêmement utile. On n'arrivera jamais à tous les reconnaître, mais c'est un progrès. Et évidemment aussi les biais cognitifs. Le jour où quelqu'un dira dans un conseil d'administration ou une réunion, est-ce qu'on n'est pas en train de tomber dans le biais du tournesol parce que le patron a parlé le premier? Bon, voilà, ce sera une bonne question. On n'y est pas, mais on y viendra. Voilà, ça, c'est vraiment la façon dont on pourra former nos cerveaux. Il va aussi falloir développer des visions à long terme et des visions dans des domaines de complexité. Ça, c'est un vrai problème parce que nos cerveaux, quels qu'ils soient, ils préfèrent la simplicité et ils préfèrent le court terme. Donc, on a là une espèce de contradiction entre la façon dont notre machin là-haut marche et la façon dont il faudrait qu'il marche. Et puis, évidemment, il va falloir accepter des injonctions contradictoires. Ça, c'est extraordinairement compliqué entre la représentation des actionnaires. N'oublions pas que certains administrateurs considèrent encore aujourd'hui qu'ils ont un mandat de la part des actionnaires pour défendre la valeur des actionnaires, alors qu'on en est déjà sorti, effectivement. Donc, les injonctions contradictoires, représentation des actionnaires, intérêt du bien commun, honnêteté, avenir de la planète, RSE, etc. Waouh, on va avoir des belles choses en face de nous. Bien. Alors, je disais aussi que les neurosciences, elles vont jouer un rôle pour le CA dans l'observation des processus décisionnels dans l'entreprise. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on n'en parle pas souvent. Les liens entre les CA et les instances dirigeantes de l'entreprise, les instances opérationnelles, vont être modifiés. Un flou va s'agrandir entre les responsabilités des CA et celles du management. C'est vraiment un floutage des responsabilités qu'on va voir apparaître. Pourquoi ? Parce que la responsabilité sera plus complexe à définir entre l'instance ou les instances de gouvernance et les instances de management. Par exemple, récemment, vous avez vu que aussi bien Renault que Volkswagen dans le Dieselgate, les CA disent « Ah ben nous, on n'était pas au courant. » Pourquoi ils n'étaient pas au courant? Bon, ils auraient dû être au courant. Donc, il y a là un travail d'investigation qui n'a pas été fait. Bon. Et donc, les CA vont devoir creuser beaucoup plus dans l'opérationnel et dans les conséquences et les implications de décisions qui étaient auparavant considérées comme purement opérationnelles, mais qui vont devenir stratégiques, justement de par leurs conséquences potentielles. Exemple, bon, c'est bien de réduire les coûts, ok, mais pas à n'importe quel prix social, environnemental ou de réputation. Là, on a des vraies questions dont le CA doit se saisir. Donc, les CA ne vont plus se satisfaire de ce que leur racontent les dirigeants opérationnels. Ils vont demander des expertises extérieures et ils vont aussi demander et investiguer sur la façon dont les décisions sont prises en interne et si ces décisions prises en interne sont susceptibles d'avoir souffert de biais décisionnels. Donc, on a un vrai travail nouveau ici qui va s'imposer au conseil d'administration sur la façon même dont fonctionnent les processus décisionnels dans l'entreprise. Vous voyez que là, on a quelque chose qui est assez… ça a toujours en théorie existé, mais ça devient extrêmement important aujourd'hui. Bon. En conclusion, parce que je suis au bout de mon temps aussi, ça veut dire qu'il y a deux conclusions. Il faut comprendre les forces, les enjeux des neurosciences, ça devient un enjeu absolument central, aussi bien pour les individus que pour le collectif des administrateurs, des instances de gouvernance. Et deuxième conclusion, on n'a pas le droit de les négliger, parce que ce n'est pas une option, car les conséquences vont être des responsabilités inattendues et dangereuses pour les individus, pour les CA et pour les entreprises. La notion même de responsabilité d'un administrateur est en train de changer aujourd'hui. Et donc, puisqu'on va être plus responsable, il faut être plus conscient de la façon dont les décisions ont été prises. Voilà, je m'arrête là, comme ça on aura pas mal de place pour les discussions. Merci beaucoup, Dominique. En écho, je pense que le président du conseil d'administration joue un rôle essentiel dans l'instauration d'une hygiène de la décision dans le conseil. Et ça suppose donc une prise de recul aussi par rapport à ce type de fonctionnement qui est importante, hein. Olivier, peut-être souhaitez-vous rebondir par rapport aux propos de Dominique?
Avec plaisir. Je partage tout ce qu'a dit Dominique, bien sûr. Deux réflexions pour rebondir sur ce qu'il disait. D'abord, quand on parle des neurosciences aujourd'hui, c'est souvent et Dominique y a fait allusion, c'est souvent pour dire attention à la manipulation, attention à la manière dont on s'en sert pour nous influencer. Et c'est d'ailleurs un point de vue qui a été, enfin une alerte qui a été sonnée par un certain nombre de profs de Sciences Po notamment, qui disent attention à la manière dont on nous manipule de diverses manières en utilisant les neurosciences. C'est vrai bien sûr, mais ce n'est pas les neurosciences qui nous manipulent. Les neurosciences nous permettent de comprendre comment on nous manipule. Dominique l'a bien expliqué, hein. Donc les neurosciences sont notre allié dans cette histoire. L'étude des biais est notre allié dans cette histoire. On nous a toujours manipulés, comme l'écrit Dick Thaler, l'autre prix Nobel d'économie qui a travaillé là-dessus. Les escrocs en tout genre n'ont pas eu besoin de lire mes livres pour utiliser les techniques que j'y explique. Donc, la science, dans le cas d'espèce, nous aide à mieux comprendre comment fonctionne notre cerveau. Elle n'aide pas à nous manipuler. Ce qui aide à nous manipuler, c'est l'usage qu'on en fait et qu'on en faisait déjà, que certains en faisaient déjà intuitivement, bien avant que la science n'en démontre les mécanismes. Donc, quand c'est l'histoire de la Lune et du doigt, il y a des gens qui accusent le doigt qui montre la Lune. Le sujet, c'est la Lune. Et ici, le sujet, c'est est-ce que la manipulation est une manipulation? Est-ce qu'elle est faite avec de bonnes intentions, par les bonnes personnes, de manière démocratique ou non démocratique, transparente ou non transparente? Tout ça, c'est des vraies questions, mais ce n'est pas les neurosciences et les gens qui les étudient qu'il faut accuser de ça. Ce n'était évidemment pas l'intention de Dominique, mais comme c'est un amalgame qui est souvent fait, et en particulier par d'éminents professeurs de Sciences Po, je voulais faire cette distinction. Deuxième observation sur les conseils d'administration, pour le coup, je partage à 110% ce que dit Dominique sur le rôle des conseils d'administration. L'analogie que je crois qu'on peut dresser, c'est celle du contrôle qualité. À la sortie d'une usine où vous fabriquez des produits, vous pouvez contrôler la qualité des produits et dire bah, celui-là est bon, celui-là est bon, celui-là est bon, ah, celui-là n'est pas bon, on le rejette. Et en fait, ça, c'est ce que fait un conseil d'administration aujourd'hui dans la plupart des cas. Il observe des décisions qui lui sont soumises et il va les soumettre à un contrôle qualité. Il va dire, est-ce que moi, je suis d'accord avec cette proposition qui m'est faite? Éventuellement, comme disait Dominique, il va dire, il faut qu'on rende le contrôle qualité plus strict. Donc, on va demander un audit de cette décision à un cabinet d'expertise extérieure, etc., pour avoir un audit. Mais, pour continuer l'analogie de la qualité, ce n'est pas comme ça qu'on fait de la qualité aujourd'hui. Aujourd'hui, si on veut faire de la qualité, on ne fait pas du contrôle à la sortie, on fait du contrôle sur l'ensemble du processus. Et on s'assure d'avoir un processus de fabrication qui garantit une qualité totale du début à la fin de la chaîne. Et donc, le rôle du conseil d'administration, s'il veut améliorer la qualité des décisions, ne peut pas se limiter à un audit de la décision en fin de chaîne, qui est la position où il se trouve. Il doit être d'exiger de l'entreprise qu'elle mette en place un processus de décision dans lequel il y a un contrôle qualité. Le contrôle qualité, il consiste à avoir une hygiène de la décision, à limiter autant que possible les biais et le bruit dans la prise de décision. Et bien sûr, ce n'est pas facile parce que le dirigeant, le directeur général va vous dire « mais excusez-moi, mais vous ne me faites pas confiance, pourquoi est-ce que vous voulez contrôler ce que je fais ?» Et la réponse qu'il faut lui donner, je ne dis pas du tout que ça soit facile, hein, ce n'est pas une conversation simple, mais la réponse c'est on vous fait totalement confiance et on veut un processus de contrôle qualité. On fait confiance au directeur de l'usine. Ce n'est pas pour ça qu'on n'a pas un processus d'assurance qualité dans la chaîne de production. On fait confiance au juge. Ce n'est pas pour ça qu'on dit que ce n'est pas la peine d'avoir une forme de due process of law, comme on dit en anglais, c'est-à-dire les droits de la défense qui doivent être respectés, les formes qui doivent être respectées, etc. Ce n'est pas parce que les juges sont incompétents, c'est parce qu'on veut la qualité des personnes et la qualité du processus. Et ça va demander beaucoup de maturité aux dirigeants de l'accepter, beaucoup d'autorité et de transparence au conseil d'administration de le mettre en place, mais je crois que c'est la seule manière dont on peut réellement améliorer la qualité des décisions. Ça ne va pas se faire en un jour, mais je crois que c'est la philosophie qu'il faut adopter et la direction dans laquelle il faut essayer d'aller. Merci Olivier. Alors Olivier, dans votre ouvrage, vous suggérez, vous proposez de mettre en place des audits de bruit. Comment cela se conçoit-il ? Alors très simplement, vous disiez tout à l'heure qu'on a analysé des milliers de décisions. On a
repris des études qui ont analysé des milliers de décisions. Il n'y a pas besoin de milliers de décisions, il suffit d'en prendre quelques-unes. Je reprends mon exemple de la compagnie d'assurance. Vous prenez le même dossier et au lieu de dire aujourd'hui c'est Dominique qui est libre, donc c'est Dominique qui va fixer un prix, et demain c'est Olivier qui est libre, donc c'est Olivier qui va fixer un prix, vous donnez le même dossier à Olivier et à Dominique en les mettant dans 2 pièces séparées, vous leur demandez chacun de dire combien ils vont faire comme prix pour ce dossier. Et c'est là que vous allez vous apercevoir que l'écart est beaucoup plus grand que vous ne le pensiez. Et Dominique et moi allons être les premiers surpris, parce que moi j'étais convaincu, après avoir bien fait mon travail, que n'importe quelle personne compétente, à commencer par mon collègue Dominique, pour qui j'ai le plus grand respect, devrait arriver à un prix tout à fait proche du mien, à 10% près. Dominique, de la même manière, ne peut pas imaginer que quelqu'un qu'il pense compétent arrive à un prix aussi différent. Et là, on va se rendre compte qu'il y a en fait beaucoup de bruit dans nos jugements. Donc, il suffit en fait de simuler cette espèce d'organiser cette espèce d'audit de bruit, qui consiste simplement à avoir plusieurs juges au sens du jugement, pas des juges judiciaires, mais plusieurs personnes regardant le même cas, pour mesurer le bruit, et ensuite on peut se demander comment est-ce qu'on le réduit. Très bien, très, très, très clair. Alors, il y a des premières questions dans le chat. Je prends déjà celle de Luc Jeannet, qui est une question relative à la prise de décision en conseil. Y a-t-il une corrélation entre indépendance des administrateurs et biais des décisions prises? C'est une question pour Dominique. Oui, pas seulement, c'est une question pour tout le monde parce que c'est une vraie grande question. Après, la sous-question qu'il y a derrière ça, c'est qu'est-ce qu'un administrateur indépendant? Est-ce qu'un administrateur indépendant, il est indépendant de quoi, en fait? En fait, il est indépendant de l'entreprise et de sa gestion, mais il n'est pas indépendant des actionnaires puisqu'il est nommé par les actionnaires. Et donc, on a déjà ici une question de c'est quoi l'indépendance. Bon, je ne vais pas revenir sur cette question philosophique, mais elle est fondamentale. Ensuite, ça veut dire qu'à l'intérieur du CA, cependant, il est important d'avoir ce que je disais et ce qu'avait dit Olivier précédemment, une diversité. Donc, à la limite, moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement est-ce qu'on a des administrateurs indépendants ou pas, est-ce qu'on a une diversité collective des membres d'un CA qui permet d'avoir une diversité cognitive d'abord, mais aussi aujourd'hui, je le soulignais très rapidement tout à l'heure, une diversité des compétences. Et est-ce qu'on a les compétences suffisantes? Par exemple, aujourd'hui, un des vrais enjeux pour toutes les entreprises, c'est la cybersécurité. Est-ce qu'on a quelqu'un au CA capable de comprendre la cybersécurité? Si on ne l'a pas, qu'est-ce qu'on fait? Donc, la vraie question ici, elle n'est pas tellement de savoir est-ce qu'on a des gens indépendants ou pas, est-ce qu'on a même la diversité cognitive, c'est est-ce qu'on a suffisamment de compétences au sein du CA pour réussir à prendre des décisions en dehors même des notions de bruit que l'on a vues tout à l'heure. Et là se pose donc la question de comment, si un CA n'a pas les compétences, comment est-ce qu'il peut les obtenir? Et donc, 2 solutions. On peut peut-être recruter quelqu'un au CA, attention, il faut quand même que ça passe par l'Assemblée des actionnaires, qui aurait ces compétences, ou bien on peut faire appel à des experts extérieurs qui vont nous exposer, voire qui vont faire un audit de l'entreprise en cybersécurité, puisque c'est l'exemple que je prenais. Mais on a ici des enjeux complètement nouveaux de par la complexité de ce qui commence à arriver dans les CA. Je mentionnais tout à l'heure rapidement le Dieselgate. Est-ce qu'il fallait que les membres du CA descendent dans les ateliers et les labos pour voir comment est-ce qu'on mesurait les émissions des dépôts d'échappement des voitures? Évidemment non. Bon, mais alors comment est-ce qu'il aurait dû faire pour être bien sûr que les bonnes décisions étaient prises, qu'on n'était pas en train d'avoir des comportements qui risquaient d'amener un risque réputationnel à l'entreprise, etc., etc. Donc moi, ce que je trouve vraiment important aujourd'hui, plus que la notion d'indépendance, c'est la notion de diversité cognitive et diversité et exhaustivité des compétences auxquelles on peut faire appel dans un CA. Pour ajouter à ça, en 2 mots, Dominique, il y a une indépendance qui est importante. Je ne dis pas que l'indépendance des administrateurs n'est pas importante, mais il y a une indépendance qui est plus importante, c'est l'indépendance des jugements. C'est-à-dire que sur une question donnée, il faut que chacun puisse se forger un jugement en toute indépendance des autres. Et en fait, ça n'arrive pas par hasard. C'est-à-dire que la dynamique d'une organisation, de tout groupe humain, et en particulier d'un conseil, est de converger vers le consensus. Si vous voulez que vos jugements soient indépendants les uns des autres, il faut orchestrer la formation et l'expression de ces jugements pour que vous puissiez vous prononcer chacun de manière indépendante. Vous croyez que vous êtes indépendant, vous ne l'êtes pas.
parce que vous êtes assis autour d'une table où vous savez ce que pensent les gens qui sont autour de vous, soit parce qu'ils vous l'ont dit, soit parce que d'un mouvement de menton ou d'un haussement de sourcil, ils vous l'ont fait comprendre, sans même nécessairement que vous en ayez vous-même conscience. Vous pensez bien sûr que vous formez vos décisions en toute indépendance et que ça ne vous influence absolument pas parce que vous êtes là pour ça. Hélas, on a des décennies de recherche en sociologie et en psychologie sociale qui nous montrent que cette croyance est erronée. Donc, il faut impérativement, ça fait partie de l'hygiène de la décision, mettre en place des méthodes pour que les décisions, pour que les jugements qui sont faits sur une question donnée par les différents individus qui y contribuent soient indépendants les uns des autres. C'est relativement facile quand on en fait l'effort, mais ça n'arrive pas par hasard si on n'en a pas fait l'effort. Une belle définition de la mission du président de conseil, qui est d'être le chef d'orchestre de la qualité de jugement des membres du conseil. Je vais reprendre une question de Catherine Janot, qui vous remercie pour ses interventions très intéressantes. Elle dit « Il est souvent difficile pour les conseils de prendre des décisions en rupture. Quelle hygiène de la décision pour être innovant et savoir, quand c'est nécessaire, prendre des décisions disruptives ?» La même question s'applique aussi, à mon sens, dit-elle, aux décisions difficiles et notamment celles qui concernent les personnes. Est-ce que l'un ou l'autre souhaite répondre? Bien sûr, les deux. Je peux essayer. D'abord, si les décisions n'étaient pas difficiles, elles ne remonteraient pas jusqu'à vous. Quand un jour on demandait à Barack Obama comment il prenait des décisions, et la première chose qu'il disait, c'était « Quand une décision arrive jusqu'à moi, c'est que ce n'est pas une décision 80-20 ni même 60-40, c'est une décision 51-49. » Donc en fait, mon rôle, disait-il, consiste à faire en sorte de prendre la décision qui a 51% de chance d'être la bonne, plutôt que celle qui a 49% de chance d'être la bonne. Et quand j'aurai pris la meilleure décision possible, j'aurai encore donc 49% de chance que ça se termine mal. Donc la première chose à faire, et c'est très difficile conceptuellement, la première chose à faire quand on prend des décisions difficiles, c'est d'accepter qu'on va se tromper. On va se tromper de préférence moins de la moitié du temps, ça voudrait dire qu'on a pris la bonne décision, mais on va prendre des décisions, se tromper, entendons-nous, on ne va pas se tromper, on va prendre la meilleure décision possible, mais en ayant pris la meilleure décision possible, on n'aura pas toujours le résultat qu'on souhaite. Le problème de prendre des décisions disruptives, comme vous dites, c'est que, et en disant disruptif, on le dit d'une autre manière, c'est qu'en fait, on est en train de prendre un risque. Prendre un risque, c'est difficile parce que ça augmente la probabilité qu'on n'ait pas le résultat qu'on souhaite, en échange, on le fait pour une bonne raison, en échange d'un upside, d'une possibilité de gain qui est plus importante. Et la tendance naturelle qu'on va avoir dans n'importe quel groupe, et en particulier dans n'importe quel groupe qui est soumis à l'examen et au regard critique de beaucoup de gens, Dominique nous l'a rappelé avec éloquence, c'est de vouloir minimiser les situations dans lesquelles on est en échec. Si vous êtes un conseiller d'administration et que vous avez, je ne sais pas, fait un investissement important, et que cet investissement important avait une chance sur 2 de rapporter 10 fois ce qu'il coûtait, mais que finalement, il se plante parce qu'il avait une chance sur 2 de se planter. On va vous dire, vous avez pris une mauvaise décision. On aura tort, bien sûr. On aura tort parce qu'au moment où vous preniez la décision, je prends bien sûr un exemple tout à fait simpliste, mais vous voyez ce que je veux dire, au moment où vous avez pris la décision, l'espérance de gain de cette décision était évidemment et manifestement très positive. Mais on vous reprochera toujours, a posteriori, d'avoir pris le risque. Donc une des choses qui va vous permettre de créer une culture de prise de risque et d'accepter de prendre des décisions difficiles et disruptives, c'est d'accepter le risque et d'avoir une discussion explicite sur l'appétit pour le risque que vous avez. Je suis désolé de la longueur de la réponse, mais je vous donne un exemple qui est cité par, qui est une citation de Jeff Bezos, à qui on reprochait l'échec d'un lancement de produit, l'échec spectaculaire d'un lancement de produit. Amazon avait lancé le Fire Phone, qui était une tentative de faire concurrence à l'iPhone, et ça a été un échec absolument accablant. Et les analystes financiers demandaient à Jeff Bezos, mais comment justifiez-vous cet échec? Qu'allez-vous faire? Et Jeff Bezos leur a répondu, si vous pensez que le Fire Phone est un échec, laissez-moi vous dire qu'on est en train de travailler en ce moment même sur des échecs beaucoup, beaucoup plus importants que celui-là. Et que certains seront tellement énormes que celui-là, le Fire Phone, passera sur la ligne pour un tout petit blip. C'est intéressant comme réponse, parce que ce qu'il vous dit, c'est si vous ne prenez pas de risque, vous êtes mort. Si vous n'avez pas d'échec, c'est que vous n'avez pas pris de risque. Et donc,
vous devriez vous demander, non pas comment est-ce qu'on évite d'avoir ce genre d'échec, mais comment est-ce qu'on fait en sorte d'avoir les bons. Et ça, c'est très compliqué pour un groupe, c'est beaucoup plus compliqué pour un groupe que pour un individu qui est de facto seul maître à bord, comme Jeff Bezos. Mais c'est ce qu'il faut qu'un groupe apprenne à faire aussi. Alors, effectivement, hein, et puis je rebondis tout de suite et passe la parole à Dominique. Le système de management des risques qui se diffuse progressivement dans les entreprises appelle justement à avoir un débat approfondi sur la tolérance au risque et l'appétence au risque, hein. Et c'est quelque chose qui est exigeant, qui peut apparaître formel, mais qui est extrêmement formateur, en tous les cas, de cette vision du risque, hein. Pardon, Dominique, tu voulais rebondir. Je t'en prie, oui, je pense que Olivier a fait un très très bon point en ce qui concerne justement l'acceptation du risque. Je voulais aussi juste mentionner une anecdote, parce que comme vous avez vu, j'ai les cheveux très blancs, et donc j'ai eu la chance de travailler il y a très très longtemps avec Antoine Riboud, et on demandait à Antoine Riboud quelle était la décision la plus difficile qu'il avait à prendre en tant que patron de Danone à l'époque. Il avait réfléchi quelques secondes, puis il avait dit l'attribution des places de parking. Et en fait, vous voyez que derrière cette réponse un peu ironique, en fait, se dessine quelque chose d'extraordinairement important, qui est la place des hommes, la façon dont les égos sont gérés, etc., etc. Bien. Donc, une décision où il y avait des risques, parce que s'il donnait la mauvaise place de parking, il risquait de décevoir beaucoup certains de ses dirigeants. Bien. Cette parenthèse ironique faite, la raison pour laquelle l'IFA a créé une commission prospective à laquelle je contribue, c'est que derrière la stratégie dont est responsable le CA, il y a la prospective. Est-ce qu'on est capable de voir ce qui risque d'arriver? Et on s'est aperçu que la plupart des CA n'ont pas de comité prospective, ont une assez faible formation en prospective, alors que la capacité à évaluer les risques est d'abord une capacité prospective. Est-ce qu'on est capable de voir parmi les signaux faibles, ceux sur lesquels on parie et ceux sur lesquels on ne parie pas? Parce que c'est des choix, toujours. Et faire ces choix demande un certain nombre de compétences, demande peut-être un peu de vision, bon, mais demande surtout beaucoup d'analyse en fait. C'est très technique, c'est pas simplement de se dire est-ce que je sens bien que là on va pouvoir créer un smartphone, c'est un petit peu plus loin que ça. Et donc ce qu'on est en train de faire avec cette commission, c'est d'essayer de trouver des moyens pour mieux évaluer en prospective les risques qui pourraient apparaître, et donc les opportunités évidemment qui vont apparaître aussi. Mais c'est extraordinairement compliqué, ne serait-ce que, comme je le mentionnais tout à l'heure, parce que notre cerveau, il déteste le long terme et il aime bien des choses qui sont relativement faciles à décider. En prospective, en risque produit, y compris en risque produit, c'est extrêmement difficile à décider. Il y a une très grande incertitude et effectivement, comme soulignait Olivier, on a pas mal de chances de se planter. Bon, et donc peut-être qu'on prépare des beaux plantages pour demain. Et tant mieux, c'est comme ça qu'il faudrait le voir. Alors, par rapport justement à ce sujet de la prospective, il y a une question de Manuel Sévin qui souligne qu'il y a des études aux États-Unis plutôt, hein, qui portent sur ce qu'on appelle les super forecasters, ces individus qui, sans être experts d'un domaine, ont des capacités de prévision supérieures aux experts. L'un des facteurs semble être leur capacité à analyser des faits divers sans biais, entre guillemets. Et dans le cadre des décisions des entreprises, hein, d'un CA, quels commentaires cela vous inspirerait-il? Alors, je réponds parce qu'on a travaillé sur les super forecasters, on y consacre d'ailleurs un chapitre de Noise, et on a travaillé avec Phil Tetlock et Barb Mellers, qui sont les inspirateurs les inventeurs des super forecasters et les inspirateurs du Good Judgment Project. La raison pour laquelle on a travaillé avec eux, c'est que la prévision, c'est un jugement dont on va connaître la réponse à un moment. Donc, c'est un jugement dont on peut mesurer ce qui va le rendre meilleur ou moins bon. Et en fait, c'est sur les prévisions qu'on a testé la plupart des choses dont on parle pour essayer d'améliorer la qualité des jugements. On se dit que ce qui améliore les prévisions doit a priori améliorer la qualité des jugements en général. Et en discutant avec Phil Tetlock et Barb Mellers, ils se sont dit, en fait, on devrait faire une analyse sur nos super forecasters qu'on n'avait pas faite, qui est de savoir quel est le rôle du biais et quel est le rôle du bruit. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas les super forecasters, je vais revenir un peu en arrière et expliquer ce que c'est pour pouvoir vous donner la réponse à ça. Les super forecasters, en fait, sont la réponse à une question qui a été posée à ces deux professeurs de Wharton, qui sont Tetlock et Mellers, par la communauté américaine du renseignement, la CIA, la DARPA, etc., qui leur ont demandé comment est-ce qu'on peut faire des meilleures prévisions sur les événements géopolitiques qu'on essaye de prévoir, parce qu'on a des analystes à la CIA qui essayent de prévoir est-ce qu'il va y avoir un coup d'État en Iran, est-ce qu'il va y avoir
un attentat contre un puits de pétrole en Arabie Saoudite, etc. Mais on se plante tout le temps, on ne prévoit jamais rien. Comment est-ce qu'on pourrait faire mieux? Et Tetlock et Mellers ont eu l'idée saugrenue de demander à des amateurs, à des gens comme vous et moi, qui n'ont pas plus d'informations que le lecteur moyen du New York Times, qui n'ont pas accès aux câbles classifiés qui arrivent des ambassades américaines et aux rapports sur le terrain qui sont faits par les James Bond de la CIA, de demander à ces gens de faire des prévisions. Et ils se sont aperçus, à la surprise générale, que les prévisions des meilleurs, pas de tous bien sûr, mais des top 2% de ces amateurs, qu'ils ont donc baptisé les super forecasters, sont meilleures que celles des meilleurs experts au monde. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, sans qu'on sache très bien comment, mais on va l'étudier, on l'a étudié depuis, je vais vous donner la réponse, sans qu'on sache très bien comment, font de meilleures prévisions géopolitiques que les meilleurs experts de la CIA. Alors comment ils font? Tetlock et Mellers ont étudié ça dans tous les sens. Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intelligents? Non. On a mesuré leur QI et il est effectivement supérieur à la moyenne, ça on s'en doute, mais il n'est pas supérieur à celui des agents de la CIA. Est-ce que c'est parce qu'ils travaillent plus? Non. C'est des gens qui ont un travail. Ils sont pharmaciens, ils sont informaticiens, ils sont notaires, bref, ils ont un travail à côté, ils font ça en tant qu'amateurs, alors que les gens de la CIA font ça à temps plein, donc ce n'est pas une question de quantité de travail. Est-ce que c'est parce qu'ils connaissent particulièrement bien le sujet? Non, parce que les prévisions portent sur toutes sortes de sujets. Et en fait, on prend les gens qui ont la meilleure prévision en moyenne. Il ne suffit pas d'avoir de la chance que la question tombe sur le sujet que vous connaissez, comme quand vous passez l'examen de Sciences Po et que par chance, le sujet du grand oral tombe sur le sujet que vous connaissez par cœur et dont vous êtes un spécialiste. Donc, ce n'est pas une de ces raisons-là. La raison, en fait, c'est l'état d'esprit. C'est que ce sont des gens, alors il y a des techniques, et ils ont maîtrisé ces techniques, bien sûr, qui consistent à avoir moins de biais psychologiques, mais c'est avant tout un état d'esprit qui sont prêts à se remettre en cause. C'est ce qu'on appelle, il y a une échelle psychologique pour mesurer ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle d'ouverture d'esprit active. Ce sont des gens qui répondent oui à des questions comme « Est-ce que vous aimez qu'on vous prouve que vous avez tort? Est-ce que vous aimez changer d'avis sur la base des faits? Est-ce que quand quelqu'un retourne sa veste, vous considérez que c'est une preuve de manque de courage ou au contraire une preuve d'intelligence? Et en fait, cet état d'esprit-là, qui est celui d'être activement ouvert d'esprit, est celui qui est associé avec le fait d'avoir des bons jugements et des bonnes prévisions. Et ensuite, et je termine là l'histoire, mais elle est amusante, Tetlock et Mellers se sont dit, est-ce que tout ça leur permet de réduire le biais ou de réduire le bruit? Et en utilisant une méthode statistique compliquée dont je vous passe les détails, et dont la publication date d'il y a quelques mois à peine, ils ont déterminé qu'en fait, ce que les super forecasters réduisent en étant des super forecasters, c'est pas tant le biais que le bruit. C'est-à-dire qu'en fait, l'erreur aléatoire que nous ajoutons, nous, dans nos prévisions, parce que nous surréagissons à des informations, parce que nous oublions de tenir compte de certaines informations, etc., eux sont capables de la modérer et donc sont capables d'avoir moins de bruit dans leur jugement. Donc, les super forecasters ont, comme le dit très bien Manuel, des capacités de prévision supérieures aux experts, parce qu'ils analysent les faits divers, comme vous dites, sans biais, mais surtout parce qu'ils les analysent sans bruit. Et la réflexion que ça inspire pour un conseil d'administration, alors un conseil d'administration ne fait pas des prévisions, ce n'est pas son rôle, il prend des décisions, mais ce qui améliore les prévisions doit améliorer les décisions. Si la réduction du bruit améliore les prévisions, la réduction du bruit doit améliorer les décisions. Et donc la réflexion que ça m'inspire, vous allez dire que je n'ai qu'un marteau et que tout ressemble à un clou, mais en l'occurrence, c'est vous qui me parlez du clou. La réflexion que ça m'inspire, c'est que le conseil d'administration devrait essayer de réduire le bruit dans ses décisions. Est-ce qu'on peut imaginer que soient organisés des tests par les cabinets de chasseurs de tête particulièrement? Il y a un certain nombre de chasseurs de tête dans l'audience d'ailleurs, pour mesurer cette ouverture d'esprit active lors du recrutement au conseil ou bien dans l'entreprise? Comme tous les tests, il perd son intérêt à partir du moment où il devient un objectif. C'est la loi de Goodhart. Donc, si vous demandez à des administrateurs, avant de les recruter dans un conseil d'administration, êtes-vous ouvert d'esprit? Je pense qu'ils vont répondre oui. C'est un des problèmes de ce genre de choses. Donc, je crois que le sujet est moins dans les tests que dans l'encouragement des bons comportements. Je prends un exemple tout bête, mais quand vous êtes autour d'une table de conseil d'administration et que quelqu'un change d'avis, c'est-à-dire qu'il vous dit le contraire de ce que vous pensez, de ce qu'il vous avait dit une heure plus tôt,
comment vous réagissez? Mhm. Une question ouverte. Comment est-ce que vous réagissez? Là, beaucoup de gens, la plupart, je ne sais pas, mais beaucoup de gens vont être agacés. Ils vont dire, mais attends, tu nous disais le contraire il y a 1 heure. Tu sais ce que tu veux ou tu changes d'avis toutes les 2 minutes? Enfin, on est ici pour prendre des décisions. Ben, en fait, les super forecasters, ils ne font pas ça. Les super forecasters, ils disent, ah, tiens, tu as changé d'avis, ça c'est bien. Explique-nous pourquoi. Ouais, voilà, c'est ça. Et un président de conseil devrait organiser le débat de manière à créer des conditions dans lesquelles chacun peut changer d'avis, aime changer d'avis, est encouragé à changer d'avis pour de bonnes raisons et à expliquer les raisons pour lesquelles il change d'avis. Et c'est comme ça qu'on va aller vers des décisions dans lesquelles il y aura moins de bruit. C'est un changement d'état d'esprit par rapport à la manière dont on anime la plupart des réunions en général et des réunions de conseil en particulier. Oui, alors, il y a une question d'Agnès Bureau-Mira, donc, par rapport au respect de règles d'hygiène de la décision dans les conseils. Est-ce que vous avez observé des différences selon les choix de gouvernance de l'entreprise, comme la dissociation des fonctions de président et de directeur général ou leur unicité? Moi non, et je ne sais pas si ça a été fait, mais j'ai une opinion, enfin, en l'absence de données empiriques, j'ai une opinion théorique, comme tout chercheur. Je ne comprends pas, enfin, je n'imagine pas de raisons théoriques pour lesquelles la réponse pourrait être favorable à la non-dissociation. Je vais le dire plus clairement. Ça me paraît évident que si vous voulez une bonne hygiène de la décision, il faut une dissociation des fonctions du président et du directeur général. Pour le dire encore plus clairement, je ne comprends même pas comment on peut défendre sur le principe de ne pas avoir de dissociation. Voilà, je l'ai dit clairement. Je sais que c'est un sujet de contentieux, mais ma religion personnellement est faite là-dessus. Dominique, peut-être sur Je ce point suis aussi. tout à fait d'accord avec Olivier. Moi-même, je ne comprends pas qu'on n'ait pas partout dissocié encore. Je ne comprends pas qu'on puisse défendre la non-dissociation. Ben, Mais en même temps, la France est un cas un peu particulier. On a plus de PDG qu'ailleurs. Mais sur le fond, je suis tout à fait d'accord avec Olivier, même si, comme lui, c'est une position plutôt académique que particulièrement pratique. Il faudrait juste revenir un peu sur la notion de super forecaster et de prévision qu'Olivier a parfaitement montré sur le plan conceptuel. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on recrute des super forecasters dans les CA. Hein. Non, surtout pas. Donc, ne mélangeons pas les objets. Par contre, ça veut dire clairement qu'il faut aider les CA et les membres, les administrateurs, à avoir plus d'ouverture d'esprit. Est-ce qu'il faut les tester ou pas? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il faut les aider à avoir plus? C'est évident. Donc là, se posent des questions de formation, de méthode de prise de décision, telle que celle que Olivier a parfaitement montrée tout à l'heure, mais il faut vraiment les amener à avoir plus d'ouverture d'esprit. Deuxième chose sur les forecasters, je pense qu'il faut arriver à... Alors, il y a 2 choses dans les éléments qui peuvent arriver à une entreprise. Il y a des éléments discrets et des éléments continus. Les éléments discrets, c'est par exemple, la semaine prochaine, il peut y avoir une guerre entre la Chine et les États-Unis à cause de Taïwan. Bon, OK, ça, c'est un événement discret, ça va nous tomber dessus, c'est une catastrophe. On peut faire des scénarios autour de ça, mais on ne peut pas prévoir. Par contre, les variations continues, elles, on peut les prévoir. C'est-à-dire que les choses qui sont en train d'augmenter d'importance, comme par exemple la prise en compte du climat, des éléments de décision de RSE, c'est clairement quelque chose qui monte très fort dans notre société. Et là, l'un des problèmes qu'on a en prise de décision, et Olivier le soulevait dans un autre bouquin, c'est la différence entre le linéaire et l'exponentiel. C'est-à-dire qu'on a tendance, notre cerveau a tendance à voir l'évolution des choses comme étant linéaire. Bon, ça fait 20 ans qu'on parle un peu de RSE, on a commencé à faire de papier glacé, etc. Bon, c'est bien, ça va continuer comme ça. Eh bien non, là, on est dans une phase qui devient de plus en plus exponentielle et on a énormément de mal, nos cerveaux ont énormément de mal à comprendre ce que ça peut bien vouloir dire qu'un phénomène devienne exponentiel et donc devienne extrêmement important pour une entreprise. Et là, il y a un vrai travail à faire, de même en formation et en ouverture d'esprit, sur qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire si telle ou telle force devient exponentielle par rapport au business qu'on a aujourd'hui. Très bien. Merci pour ce complément. Je poursuis les questions. Une question de Cécile. Beaucoup de conseils en période de Covid se sont tenus à distance. Pensez-vous que ce format diminue ou augmente l'efficacité de la prise de décision?
pas si Dominique a un avis, moi, je n'ai pas de données. Moi, le seul avis que j'aurais, et c'est ce qui est en train de se passer ici, c'est qu'on perd les signaux non verbaux. En perdant les signaux non verbaux, est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins? Ça peut être les deux, en fait. Voilà. Alors, autre chose intéressante dans les échanges en remote, c'est qu'on est forcé de parler chacun son tour. On ne va pas parler tous en même temps. Donc, on a des méthodes de travail qui ont évolué et qui, si on les utilise bien, peuvent effectivement permettre de réduire les biais. C'est-à-dire que tout à l'heure, Olivier mentionnait que dans un CA, on a des signaux non-verbaux des autres qui montrent que plus ou moins on est d'accord ou pas d'accord avec eux. Ben, si on ne les a pas déjà, on est un petit peu plus objectif. Et si on est forcé, par la technique que suggère Olivier, qui est absolument excellente, de chacun écrire pour soi son point de vue sur une décision avant de le partager, ben, peut-être que là, on arrive à faire des tours de table qui seraient plus intéressants que simplement de parler après le précédent sans avoir vraiment réfléchi à ce qu'on allait vouloir dire et en refusant d'être influencé par ce que viennent dire là ou les personnes précédentes. Il y a des très, très bons exemples dans son bouquin là-dessus, donc à regarder. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux dire là-dessus, mais je pense que c'est une bonne question, en fait, parce que quelque part, on pourrait s'interroger sur est-ce qu'il ne faudrait pas que plus de CA se déroulent en virtuel plutôt qu'en réel? Pas tous, évidemment, hein, mais puisqu'il y a des avantages, pourquoi pas les utiliser? Très bonne suggestion, probablement avec la limite que souligne Luc Gennet dans le chat, qui est que le pire, c'est le mix. C'est-à-dire qu'il y en ait qui soient dans la salle et d'autres qui soient à distance, parce que là, on crée un déséquilibre terrible. Je pense que c'est un point très important. Une question de Marc Fouché-Court, qui en avait déjà posé une première sur l'IA. Alors, les grandes décisions du Conseil, c'est important. L'ensemble des micro-décisions, attribution de crédit, embauche, etc., a aussi de grandes conséquences si elles sont biaisées ou bruitées. Au moment où l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée pour externaliser la responsabilité de ces décisions, externaliser entre guillemets, hein, il est important de réfléchir à son usage et à ses abus, et surtout à son rôle vis-à-vis de l'objectif de réduction des biais du bruit. Et donc, juste avant, donc, il y avait une autre question Et sa question précédente portait sur l'IA aussi. Voilà, je vais essayer d'y répondre succinctement. Toute automatisation de la décision, que ce soit une IA ou que ce soit une règle de coin de table, va éliminer le bruit. Pas le réduire, l'éliminer, c'est sûr. Parce que le bruit, c'est quoi? C'est la variabilité d'une personne à l'autre ou d'un moment à l'autre. Et que si vous avez un algorithme, quel qu'il soit, il est toujours le même. Et il est toujours le même d'un moment à l'autre. Et il est le même pour tout le monde. Donc, vous allez éliminer le bruit. Est-ce que ça veut dire que la décision est parfaite? Non, parce que l'IA peut introduire du biais. Et c'est un sujet sur lequel on nous a beaucoup alerté, et on a raison, en nous parlant des biais algorithmiques, et en particulier en nous parlant des biais algorithmiques sur les décisions qui ont un impact sur des personnes. On nous a tellement alerté là-dessus que vous avez vu que la Commission européenne a proposé une directive il y a quelques mois limitant sévèrement l'usage de l'intelligence artificielle dans beaucoup de domaines. Vous avez vu qu'en France, la CNIL s'est prononcée sur la même chose en expliquant qu'il était essentiel que l'humain garde la main, qu'on a eu un rapport qui a été fait par une commission présidée par Cédric Villani qui a dit pour l'essentiel la même chose. Donc, on est rentré dans une phase de méfiance vis-à-vis des algorithmes qui est, encore une fois, par certains égards justifiée, mais qui, je crois, a tendance à nous faire oublier une chose très importante, qui est qu'on n'est pas parfait non plus. Quand on dit c'est important que l'homme garde la main, on a l'impression que la décision de l'homme, ou de la femme, mais que la décision humaine est parfaite et que le rôle de l'algorithme est de s'en approcher. Quand on le mesure objectivement, sur un très, très, très grand nombre de sujets, ce n'est pas du tout ça qui se passe. En réalité, ce qui se passe, c'est que les algorithmes font mieux. Et ce n'est pas nouveau, il n'y a pas besoin pour savoir d'avoir des algorithmes très sophistiqués. On le sait en fait depuis les années 60. Les algorithmes font mieux sur à peu près toutes les décisions sur lesquelles on a une évaluation objective de la décision. Je sais que c'est impopulaire de dire ça, je sais que vous ne me croyez pas, je sais que vous voudriez que ce ne soit pas vrai et que donc vous pensez que ça n'est pas vrai sur beaucoup de décisions, mais encore une fois, ce n'est pas un fait, c'est pas une opinion, c'est un fait qui est établi et qui est établi avec un niveau de certitude scientifique très élevé depuis très très longtemps. Il est tellement établi qu'il y a tout un champ de recherche qui consiste à se demander pourquoi est-ce qu'en dépit du fait que cette
que ces faits soient établis, personne ne les croit. C'est ce qu'on appelle l'aversion aux algorithmes. C'est un domaine de recherche en tant que tel. Pourquoi est-ce que les gens ont tellement peu confiance dans la décision algorithmique alors qu'elle est meilleure que la leur? Quels sont les biais, on peut appeler ça des biais ou pas, mais enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles on a cette défiance et comment est-ce qu'on la réduit? Donc, pour résumer toute cette histoire, oui, il peut y avoir des biais algorithmiques, mais en même temps, il est certain qu'il n'y a pas de bruit dans les algorithmes. Quand on fait la somme du biais et du bruit qui définissent l'erreur, on s'aperçoit que l'algorithme est meilleur que nous. Quand on ne regarde que le biais et qu'on dit les algorithmes sont biaisés, il est possible qu'ils soient plus biaisés que nous, mais c'est rare, mais on ne leur pardonne pas le peu de biais qu'ils ont. Et donc, au bout du compte, on finit par dire méfions-nous des algorithmes, méfions-nous de l'IA, n'externalisons pas la décision, comme vous le dites, parce qu'il faut en conserver la responsabilité, méfions-nous de leur abus et réfléchissons bien à leurs usages. C'est la tonalité générale de la conversation autour de l'IA. Je pense que cette conversation part d'un présupposé faux, qui est que nous sommes parfaits. Nous ne sommes pas parfaits, nous avons des biais, nous avons aussi beaucoup de bruit, et une fois qu'on en prend conscience, on a un jugement plus nuancé sur les avantages et les inconvénients de l'IA. Je suis assez d'accord avec Olivier et je suis un assez grand fan de l'intelligence artificielle à condition que l'homme reste derrière, c'est-à-dire que nos erreurs permettent d'aller un petit peu plus loin. Alors, en fait, la grande raison pour la peur, elle est tout simplement à la perte de responsabilité. C'est-à-dire que quand c'est un humain qui prend une décision, on a un responsable. Bon. Quand c'est une machine à qui on confie la décision sans la discuter, la machine n'est pas responsable au sens juridique du terme. Donc, on a besoin de garder notre responsabilité, ce qui fait que l'IA restera toujours un accessoire, un instrument pour prendre des meilleures décisions. D'ailleurs, on le voit bien en radiologie, etc. C'est assez extraordinaire. Mais la décision finale doit être prise par l'homme. Ça, c'est sur la partie « pourquoi est-ce qu'on en a peur ?» Ensuite, au niveau du contenu des décisions, la question de Marc de Fouchécourt, que je salue au passage, est extrêmement importante parce que comprendre les biais que peut avoir l'intelligence artificielle, c'est fondamental. Il faut qu'on comprenne comment ça marche. On ne peut pas juste se reposer sur elle, sur les programmeurs qui l'ont mis en place et sur les bases de données qu'elle utilise. Il faut qu'on comprenne quelles sont ces bases de données et qu'est-ce que les programmeurs ont mis dans l'algorithme. Exemple très, très simple pour qu'on illustre un petit peu ça. Si dans un algorithme de recrutement, on élimine les candidats ou on sélectionne les candidats en fonction de la façon dont ils ont des profils proches ou non de ceux qui ont réussi dans l'entreprise avant, c'est un algorithme classique, hein, on a plusieurs biais. D'abord, c'est un biais de clonage, c'est-à-dire qu'on suppose que ceux qui vont réussir demain sont ceux qui ont réussi hier, pas du tout garanti. Bon. Deuxièmement, on a un biais de profil, c'est-à-dire que ceux qui ont réussi dans l'entreprise hier, c'est plutôt des mecs par définition, donc on va pas recruter les femmes, puisqu'il y en a moins qui ont réussi autrefois, évidemment, pour les questions statistiques. Et donc là, on a des biais dans la base de données et dans l'algorithme. Donc, il faut qu'on apprenne mieux à comprendre le fonctionnement des algorithmes pour pouvoir s'appuyer sur eux pour prendre des décisions et de temps en temps dire non, je ne prends pas la même décision que l'algorithme, ce que fait d'ailleurs le radiologue ou le chirurgien tous les jours. Ce que je trouve extrêmement intéressant ici, en fait, en termes de gestion de la responsabilité, c'est si on va un cran plus loin. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, vous avez des algorithmes dans les banques pour accorder des crédits à des personnes ou pas. Bon. Si je suis le conseiller bancaire qui va dire oui ou non au client et que l'algorithme me dit plutôt non et que moi, connaissant le client, je dis plutôt oui. Bon, et donc, je donne le crédit. Bon. Le client rembourse, il n'y a pas de problème. Bon. Le client ne rembourse pas, il fait défaut. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Moi, je me dis, zut, j'ai pris une mauvaise décision, j'ai donné un crédit à quelqu'un, effectivement, j'aurais peut-être, la machine disait non, j'ai dit oui, bon, voilà. J'assume ma responsabilité d'avoir pris une décision qui fait que le client a fait défaut. Bon. Ça ne s'arrête pas là. C'est que maintenant, j'ai mon patron qui vient et qui me dit, mais enfin, pourquoi tu as donné le crédit alors que l'intelligence artificielle te disait de ne pas la prendre? Bon. S'il dit, tu as pris tes responsabilités, c'est comme ça, on assume le fait que tu es un homme et qu'en tant qu'humain, tu as pris une décision. S'il dit, attends, la prochaine fois, tu ne déconnes pas, tu fais ce que te dit l'intelligence artificielle. À ce moment-là, on abdique notre responsabilité humaine. À ce moment-là, on met en cause l'organisation même de l'entreprise qui va finir par dire aux individus, respectez ce que vous dit l'intelligence artificielle. Et là, ça devient grave, parce que là, on abandonne
une décision à un algorithme qui a été fait par des programmeurs sur des bases de données qu'on ne maîtrise pas forcément bien. Donc, et je rappelle, je suis un fan de l'intelligence artificielle, donc ce n'est pas du tout une critique que j'apporte ici, c'est une nuance par rapport à son utilisation raisonnable, rationnelle et surtout responsable. Un petit commentaire supplémentaire pour ajouter à ce que dit Dominique sur l'exemple de l'algorithme de recrutement, qui est un vrai exemple. Amazon a eu le problème que décrit Dominique, où ils se sont aperçus qu'un algorithme entraîné à recruter des gens sur la base de qui a réussi chez Amazon, recruter des hommes et pas des femmes. Tollé, scandale, on retire l'algorithme et on revient au mode de fonctionnement antérieur. Super, sauf qu'en fait, on reproche à l'algorithme, à juste titre, d'être sexiste, mais avant, on ne s'était pas rendu compte que l'entreprise l'était. L'algorithme n'a fait que révéler un problème qui existait. Parce qu'il est sans bruit, tout d'un coup, on ne peut pas ne pas voir qu'il est biaisé. Je vous remontre, pour illustrer ça, les petites cibles dont je parlais tout à l'heure. Quand on prend des décisions dans notre entreprise, elles ressemblent à la cible D. Et donc, on dit, bah non, on n'a pas de biais, regardez, j'ai tapé une fois dans le mille. J'ai recruté une femme, par exemple, donc je n'ai pas de biais. Mais en fait, on a un biais. Si tout d'un coup, j'élimine le bruit, je passe à la cible B, là, tout d'un coup, le biais saute aux yeux. On dit, mais attendez, là, vous avez un biais, ça ne va pas du tout. Donc, en fait, ce qu'a fait l'algorithme, c'est qu'en éliminant le bruit, en étant une représentation parfaite et sans bruit de la manière dont on décidait avant, il nous a tendu un miroir qui nous a forcé à voir le biais que nous avions. Maintenant, nous pouvons le corriger. Donc, l'algorithme nous a rendu, en fait, un grand service en nous révélant le biais que nous avions, et il a fait ça en éliminant le bruit qui était dans nos décisions. Et encore une fois, on aurait dû se reprocher, toujours dans cet exemple, on aurait dû se reprocher nos biais humains avant. On ne le faisait pas parce qu'on a une très haute idée de nous-mêmes. Et on préfère reprocher le biais à l'algorithme et ensuite en tirer la conclusion absurde qui est de dire donc débarrassons-nous de l'algorithme. Alors que ce qu'il faudrait dire, c'est maintenant qu'on a un algorithme et qu'il n'a pas de bruit, corrigeons-le pour qu'il n'ait pas de biais. Et sur les exemples de recrutement, il y a des tas de sociétés qui ont fait ça et qui prennent de bien meilleures décisions, et en termes de bruit, et en termes de diversité et d'absence de biais. C'est tout à fait possible. Est-ce que ça veut dire qu'on abdique la responsabilité humaine? Vaste débat, mais là j'ai un désaccord, je ne dirais pas, mais une nuance avec ce que dit Dominique, c'est que si on se réserve la possibilité de contredire un algorithme d'intelligence artificielle, en fait, on commence à se mettre dans une situation qui est compliquée aussi. Pourquoi? Parce que moi, j'ai souvent cette conversation-là, en particulier avec des responsables de ressources humaines qui me disent « j'ai trouvé un super algorithme, bien sûr, je ne suis pas capable d'en vérifier le fonctionnement, hein, mais il marche très bien. » Alors, je leur dis « comment vous savez qu'il marche très bien ?» Et ils me disent bah, « en gros, quand il est d'accord avec moi, j'en conclus qu'il marche très bien, et quand il n'est pas d'accord avec moi, je me dis que c'est intéressant et qu'il faut que je regarde. » Et souvent, je me dis qu'en fait, c'était un bon candidat, qu'il fallait le voir, alors que je ne l'aurais pas vu, ou au contraire, quand l'algorithme me dit qu'il ne fallait pas le voir, et que moi je l'avais vu, effectivement, c'est un candidat à qui j'ai fini par ne pas faire d'offre, et je me dis que j'aurais pu éviter de perdre mon temps. Donc finalement, quand l'algorithme est d'accord avec moi, il a raison, et quand il n'est pas d'accord avec moi, c'est intéressant, et il a raison aussi, donc c'est un super algorithme. On voit bien qu'il y a un problème avec ce raisonnement, et qu'en fait, si on veut que l'algorithme prenne des meilleures décisions que nous, il faut bien de temps en temps qu'il prenne une décision qui ne serait pas celle que nous aurions prise, et qu'on l'accepte. Si à chaque fois que l'algorithme n'est pas d'accord avec nous, on le contredit, eh ben, il ne va pas améliorer beaucoup nos décisions. Donc, ça n'enlève rien à ce que disait Dominique sur l'importance de la responsabilité, mais je voudrais mettre le problème sur la table sans nécessairement y apporter une réponse. On ne peut pas avoir la responsabilité humaine et la qualité de la décision algorithmique. C'est fromage ou dessert. Bien. C'est un sujet passionnant. Je vois Marc de Fouchécourt qui alimente le débat. On arrive, hélas, au terme de cette matinale, mais j'organiserai volontiers avec vous, Marc. On s'était déjà vu une matinale sur un sujet de ce type-là. Si vous me permettez, juste une dernière question, question simple, évidemment, Olivier et Dominique. Olivier, dans votre ouvrage, dans la 6e partie, vous évoquez la question de y a-t-il un bon niveau de bruit? Est-ce que vous pouvez peut-être conclure l'un et l'autre? Oui, pour conclure là-dessus, on a essayé d'avoir un jugement nuancé, et plutôt que de dire il faut toujours réduire le bruit partout, en tout temps et en tout lieu, de reconnaître le fait que pour toutes sortes de raisons, dont celle de la responsabilité dont on vient de parler, qui est très importante, il y a à peu près toujours un certain niveau de bruit qu'on doit vouloir tolérer.
soit parce que ça serait trop cher de l'annuler, soit parce que ça aurait des inconvénients, par exemple en termes de responsabilité qu'on n'est pas prêt à tolérer. Et donc on a essayé de développer les différentes raisons pour lesquelles on pourrait vouloir tolérer un certain niveau de bruit, en arrivant à une conclusion importante qui est que tolérer un certain niveau de bruit ne veut pas dire ne rien faire pour le réduire. Ne pas accepter n'importe quelle mesure de réduction du bruit n'est pas synonyme de n'en prendre aucune. Donc, notre conclusion est qu'il y a à peu près toujours des choses à faire pour réduire le bruit. Ça ne veut pas dire qu'il faille le réduire à zéro et ça ne veut pas dire qu'il faille faire les mêmes choses partout, mais ça veut dire que les difficultés qu'il y a à réduire le bruit et l'impossibilité de le ramener à zéro ne doivent pas servir d'alibi pour ne rien faire et pour négliger le problème. Dominique? Je pense que le fait même qu'on ait des réunions comme celle-là aujourd'hui, c'est un énorme progrès. C'est-à-dire que la prise de conscience des biais et des bruits, si on arrive vraiment à la diffuser à l'intérieur des conseils d'administration, on aura fait un progrès considérable, même s'il n'y a pas grand-chose qui change autrement. On aura fait un progrès considérable parce qu'on aura mis en place une graine qui va pousser, qui va nous amener à avoir quelque part le réflexe de est-ce qu'il y a du bruit, est-ce qu'il y a du biais dans les décisions qu'on est en train de prendre. En soi, c'est un progrès considérable. Donc, bravo pour cette réunion, Didier. Merci à vous deux surtout. Merci à toi, Dominique, aussi pour le contact avec Olivier. Merci, c'était extrêmement passionnant et toutes les questions aussi étaient très, très intéressantes. Merci à toutes et tous de votre intérêt pour le sujet. Je vous recommande évidemment aussi de lire l'ouvrage d'Olivier et celui de Dominique qui vient d'être publié, qu'il a évoqué très, très rapidement au départ. Et puis j'espère à très bientôt à toutes et tous pour une nouvelle matinale des administrateurs et de la gouvernance. Très, très bonne journée. On repart inspiré pour débusquer les bruits un peu partout là maintenant. Merci. Merci à tous. Merci Merci. à tous. Merci Didier. Merci Au revoir. Olivier. Au revoir.